Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ce mercredi 9 décembre 2020. Ce matin au réveil, on a pu observer du mouvement sur les marchés des crypto-monnaies. Le Bitcoin est actuellement en train de retracer légèrement au moment où je parle. Alors on va voir tout ça dans les analyses d'aujourd'hui. Et on va commencer avec le Bitcoin en weekly comme d'habitude. Puis je vais descendre sur des échelles de temps un peu plus petites. On va jeter un œil aux 4 heures. Ensuite, je vais enchaîner avec l'Ether et le Litecoin, puis Monero face au dollar. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe sur d'autres altcoins face au Bitcoin. Est-ce que certains perdent de la valeur? Est-ce que certains en gagnent? On va voir un petit peu comment ça se sépare et ce qui est en train de se passer. Exactement. Alors on va regarder EGLD, on va regarder XRP, on va regarder RLC, donc iExec, et je vais finir cette vidéo finalement avec une petite explication rapide sur le fondamental des projets Link et TRB, donc Link de Chainlink et TRB c'est Taylor, c'est un abonné qui m'avait parlé justement de ce projet, et c'est un projet qui ressemble énormément à celui de Chainlink, et donc on va regarder un petit peu les deux, on va regarder le fondamental, qu'est-ce que c'est un oracle, comment ça marche, et ensuite on va regarder rapidement leur graphique. Voilà, donc je sais il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire assez rapidement chaque sujet, ou du moins ceux qui me semblent le plus importants, je vais y consacrer plus de temps, et ceux qui me semblent moins importants, bah, je vais en parler plus rapidement. Alors si ce que je fais vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche. Cette chaîne a besoin un petit peu d'encouragement pour commencer à évoluer un peu plus. On est sur un mois d'existence avec 124 abonnés, donc c'est quand même pas énorme, et je suis convaincu qu'avec le temps ça va se développer, surtout que je suis sûr que les sujets dont je traite sont relativement intéressants et que ça peut aider certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour que justement, si vous y croyez, que cette chaîne puisse un petit peu grossir, sachant qu'on se retrouve forcément déjà toutes les semaines pour les analyses, les jeudis pour un exemple d'un portefeuille fictif où justement j'essaye d'aider un petit peu les plus novices d'entre vous à savoir quand est-ce qu'il faut acheter par palier, comment définir des ordres d'achat, comment faire un petit peu quand on a des sous à investir et qu'on sait pas comment gérer tout ça. Et vous le savez, le dimanche on se retrouve avec des petits tips en fait qui vont vous permettre de gagner vos premières crypto-monnaies sans investir un centime. Et ça c'est donc voilà, c'est pour les plus novices qui aimeraient faire leur premier pas dans les crypto-monnaies, avec voilà comment ça marche un portefeuille décentralisé, comment est-ce que je peux gagner avec des airdrops mes premières crypto-monnaies. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos et puis je vous en ferai d'autres de toute façon, donc voilà, abonnez-vous. On se retrouve juste après cette courte introduction, à tout de suite. Alors c'est parti, le Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Alors regardez aujourd'hui, alors là je suis sur un Bitcoin à 17 877 $. On était donc la semaine dernière en train de toucher un nouvel ATH, donc c'est assez logique, hein, le marché quand il atteint des niveaux de résistance aussi importantes, comme celui qui est donc l'ancien ATH de 2017, forcément il y a des petits retracements qui peuvent se produire derrière, avec une respiration du marché, tout simplement. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller finalement, mais ce qu'on sait c'est que le marché a besoin de respirer, et c'est ce qu'on peut observer dès à présent. Alors, ce qu'on avait identifié, c'est que les zones de support qu'on pouvait définir finalement sont les suivants. Donc on peut se placer les Fibonacci que j'avais indiqués ici. Donc regardez, il y a les différents petits paliers verts. Donc on est aux alentours voilà, des 16 400 $, des 17 000, des 14 000, ensuite 200. Ensuite les 12 300, 12 400. Et pour finir, les 10 300 $. Alors moi, je privilégie finalement les targets des 14 000 et des 12 500 si jamais le Bitcoin était amené à retracer un peu plus profondément. Tout simplement parce que si on se met en weekly, je le répète à nouveau, on peut voir que ça correspond pile poil aux deux corps de chandelle de décembre 2017. Comme je le disais la dernière fois, en weekly sur le MACD, on a pu observer finalement cette contraction de très longue durée, qui a duré finalement 2 ans, qui a été cassée à la hausse à cet endroit-là. Mais finalement, je suis sur une échelle weekly là en fait actuellement, donc forcément, là on le casse, c'est un signal finalement très très bullish. Malgré tout, il n'y a aucun problème, le cours peut très bien retracer un petit peu avec les volumes qui dégonflent un petit peu pour ensuite démarrer finalement ce bull run avec qui pourrait aller aux 30-40 000 et ensuite nous refaire des petits retracements de 20-30% pour ensuite continuer là sa poussée. C'est comme ça que ça se passe.
Vous le savez, le marché ne va pas dans une seule direction. Voilà, donc pour appuyer finalement ces zones de support, j'avais tracé ces trendlines. Donc comme on peut voir, cette trendline intermédiaire colle bien avec les 14 000. On peut cependant toujours aller nous faire des petites mèches plus basses, donc aux alentours des 12 000, voire des 10 000, qui serait pour moi le point optimal finalement d'achat, où je rentrerai, on va dire, avec le plus gros pourcentage de mon portefeuille pour ma part. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous pensez que finalement là c'est un double bottom et que le cours va aller plus bas, personnellement, j'y crois absolument pas. Mais dans ce cas-là, vous avez donc vous allez garder de la liquidité pour acheter plus bas. Chacun libre de faire ce qu'il veut selon sa stratégie. Mais moi, ce sont mes 4 paliers que j'envisage, sachant que je remplis le plus possible sur ces 2 paliers intermédiaires. Voilà, tout simplement. On va aller voir un petit peu le 4 heures, comme promis. Donc là, on peut observer, donc je vais retirer cette trendline que j'avais tracée, que le marché finalement nous avait fait en 4 heures. On a touché finalement le 25 novembre les 19 400 $, 19 500 $. Le cours a finalement bien retracé parce qu'on était à l'approche de l'ATH, donc là beaucoup ont pris finalement des profits. Le cours a retracé directement aux 16 200 $ en quelques heures finalement. On a un range qui s'était établi finalement entre ces deux bornes. Le cours a directement réagi à la hausse par derrière et aujourd'hui on est sur quelque chose qui range entre les finalement 16 200 $ et les 19 900 $, donc quasiment 20 000 $. Tout simplement, c'est un range énorme. Donc le cours peut continuer finalement à faire des zigzags entre ces deux bornes, avant peut-être de prendre une résolution soit à la baisse soit à la hausse. Comme vous le savez, en fonction de ce que je voyais moi sur l'order flow, j'imagine que le marché, donc là voilà, on a un funding rate qui est très positif, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont en train de passer acheteurs sur ce marché, dans ces zones-là. Donc le marché, pour moi, est plutôt dans une configuration qui pourrait l'amener à retracer un peu plus profondément dès maintenant. Voilà, je suis sûr de rien, on peut très bien aller voir les 25 000 tout de suite, simplement retester donc la zone basse de ce range, comme je disais là, aux 16 200, et ensuite remonter à la hausse. Cependant, ça me semble cohérent de voir un marché finalement qui retracerait dès maintenant. Et je vous trace là, en fait, je viens de vous tracer quelques petites lignes qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux le marché actuel. Donc on a finalement ce range dont je parlais entre les 20 000 et les 16 200 qui est établi actuellement. On a cette contraction qui a été cassée à la baisse hier matin, si je ne me trompe pas. On l'a confirmé ici, finalement, ça va continuer à cracher par la suite. On a deux niveaux pertinents de Fibonacci, finalement, qui sont un Fibonacci, finalement, de prolongation. Regardez, je vais vous le tracer si je me mets ici, en estimant qu'on ait finalement ces points-là comme point d'ancrage. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer, finalement, vous voyez, si on fait de l'héliotisme, une A, B et C. Donc, avec une flat étendue, parce qu'on vient chercher les 123,6 ici, et on vient ensuite retracer un petit peu plus bas. Bon, alors ça, c'est un petit peu technique, je ne vais pas vous détailler ça plus précisément, mais simplement pour que vous compreniez que, regardez, là, on peut observer que ces Fibonacci-là, donc, correspondent finalement à des niveaux assez pertinents. Regardez, là, on avait touché les 38,2, hop, on est remonté directement. Là, on touche les 61,8 et le cours a l'air de vouloir réagir sans faire de corde de chandelle plus basse que ce niveau-là. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même des niveaux qui me semblent pertinents. Donc on peut imaginer la prochaine target au 100%. Donc ça correspondrait, regardez, pile poil aux 16 680 $. Donc si vous n'avez pas du tout investi, ça peut être des niveaux intéressants d'achat. En fait, si vous suivez donc la chaîne de Crypto Analyse FR, c'est de là que je tire un petit peu ce schéma de flat étendu. En fait, lui, il imagine que là derrière, ça va grimper plus haut aux 22-23 000. Donc il a peut-être raison, mais peut-être pas. Mais en tout cas, s'il a raison, ça peut être intéressant de prendre par exemple 10% de votre portefeuille. Si vous n'avez pas du tout investi, vous allez prendre 10%, d'acheter donc sur ces niveaux-là, soit maintenant au 61,8, soit là plus tard au 100% si on y va, tout simplement au cas où, si le scénario donc baissier est invalidé et que le marché veut continuer à grimper dès maintenant pour commencer à faire vos premiers investissements, tout simplement. Voilà pour le 4 heures. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer sur le Bitcoin. Si je me mets en daily, on peut voir qu'on peut se tracer une sorte de trendline, vous voyez. Alors qui va faire ça? Je vais enlever l'aimant pour vous la placer correctement. Si on se met comme ceci, alors hop, bah voilà, hein, je vais essayer de me mettre pile poil. Alors c'est pas forcément, c'est un peu compliqué à tracer de façon précise, mais simplement pour que vous puissiez voir finalement
qu'on a cette trendline qui constitue finalement la parabole haussière qui a eu lieu. Donc cette parabole, on va dire, regardez, imaginez un arrondi là, voilà, ça fait une sorte de parabole. On a directement retracé ici pour venir retoucher cette trendline qui avait déjà 2 points d'appui auparavant. Et là aujourd'hui, on vient de la retester une 4e fois et faire donc une bougie baissière, donc en daily. Donc si aujourd'hui finalement on clôture au-dessus de cette trendline, eh ben cet indicateur est invalidé. Si jamais on clôture en dessous de cette trendline, on peut imaginer un marché qui, dans les jours qui viennent, retrace un petit peu plus profondément. Voilà, tout simplement. Et donc pour vous montrer un petit peu un des scénarios que j'envisage, là on n'a pas de M joli, on a un V-top ici, donc on pourrait très bien par exemple venir donc retester ces niveaux bas ici au 16 800, 16 200 même, qui sait, revenir sur le point bas du range que je traçais tout à l'heure, remonter finalement un peu plus haut 19 000 $, et ensuite nous former ce M, voilà. Donc nous amener finalement, regardez, à fin décembre, alors c'est vraiment spéculatif hein, ce que je fais, c'est vous dire un des scénarios que je pourrais, enfin que j'imagine et qui me paraît cohérent, notamment avec donc une fin du mois de décembre dans le rouge, finalement, début janvier, voilà, qui pourrait nous amener directement sur les points d'achat qui me semblent pertinents par la suite. Voilà un des scénarios que j'envisage, avec finalement un M qui serait donc bien matérialisé ici, avec finalement une cassure ici, voilà, vous voyez le M, hein, donc il serait là, hein, le M, tac, tac, voilà, vous le voyez mieux comme ceci, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour le Bitcoin, on va passer directement à l'Ether face au dollar. Et on observe une configuration un petit peu similaire, on retrace, l'Ethereum donc retrace également puisqu'il suit un petit peu la tendance du Bitcoin. Si on le regarde face au Bitcoin finalement, on est également sur une semaine négative, donc voilà, il retrace même un petit peu plus en pourcentage que le Bitcoin. On peut voir qu'on est donc sur cette, on s'est arrêté pile poil avec ces mèches qui ont finalement percé cette trendline pour finalement derrière nous faire cette petite bougie rouge. Et pour en revenir au niveau intéressant d'achat sur Ethereum, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Si on se place notre Fibonacci entre le crash Covid et donc le niveau qui ont été atteints récemment, on peut imaginer donc un retour tout d'abord au 23,6 qui avait déjà été touché d'ailleurs, hein, vous voyez sur cette grande mèche, sur cette grande volatilité qu'il y a eu sur le weekly, donc il y a 3 semaines, on peut revenir sur ces 23,6, donc aux environ 500 $, et ensuite on a les 38,2 aux 427 $, et notamment cette trendline basse qui peut faire office de support, et donc on est sur une configuration similaire. On peut imaginer un retour de neckline à ce niveau-là, également à ce niveau-là, donc au niveau des 320 $, si le marché décidait de retracer un petit peu plus. Alors si on se met sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir quelque chose de similaire, hein. On a vu cette contraction qui finalement s'est dessinée de façon un peu différente de celle du Bitcoin. On avait déjà fait des plus bas ici. On a donc cassé finalement ce niveau, cette trendline qu'on pouvait imaginer comme ceci, qui faisait office finalement de support. Regardez, ça l'a fait ici, ça l'a fait ici, et là on la casse à la baisse, donc on peut imaginer un retour, on peut établir un range entre les 637 $ et les 480 $, et on peut imaginer un retour dans un premier temps sur les 480 $ sans aucun souci. Voilà pour Ethereum. Je continue avec le Litecoin. On avait ces trendlines que j'avais identifiées. On est sur quelque chose qui n'a pas du tout performé finalement ces derniers temps par rapport à ce que le Bitcoin a fait, puisqu'on avait un ATH aux 419 $ et on est même, excusez-moi, aux 420 $, et on a retracé donc assez profondément de 90% de Fibonacci. On s'est établi sur cette zone d'accumulation et là on revient, regardez, quasiment sur cette trendline intermédiaire qui peuvent être pertinentes sur des niveaux d'achat évidemment. Et si on se met en 4 heures, et ben on voit que en fait c'est assez intéressant de constater que le Bitcoin finalement est quand même vachement plus résistant. Regardez, il avait fait une contraction qui avait duré, donc le Bitcoin, si on part en échelle de temps finalement, on avait une contraction sur le Bitcoin qui faisait toute cette période là, et regardez que le Litecoin il a finalement formé ses M bien avant, parce qu'il est vachement moins résistant, et que si le Bitcoin retrace, il va retracer plus profondément, et on le voit ici, hein, on est déjà carrément plus bas. Et si on se remet notre Fibo de prolongation comme je l'avais fait finalement pour le Bitcoin, et regardez, on revient également au 61,8 de Fibo. On est en train de travailler un petit peu ce support.
Donc on est sur des zones intéressantes pour du long terme si jamais le Bitcoin, comme je le disais, continue à grimper. Et bien là, on est sur des zones d'investissement assez intéressantes, en tout cas beaucoup plus que quelques jours auparavant. Donc il y a des choses, premiers investissements à faire dès à présent si jamais vous voulez un petit peu acheter, que vous n'avez encore rien dans votre portefeuille et vous voulez également du Litecoin, il y a des niveaux qui sont assez pertinents également, même si évidemment le cours peut aller bien plus bas, mais comme je le dis, des paliers de 10-15% sont pas déconnants si jamais on veut commencer à simplement mettre un premier pied dans l'investissement de cryptoactifs. Si on regarde maintenant le Monero, donc je termine avec Monero, je me mets en weekly, on peut voir finalement que lui se comporte un peu mieux que le reste. Il avait retracé en fait au moment où le Bitcoin lui avait grimpé, et maintenant il est en train finalement de performer pas trop mal face au Bitcoin. On est encore sur des niveaux plus hauts que le 26 octobre, alors que le Bitcoin lui est actuellement sur un niveau plus bas il me semble. Si on se met en 4 heures, on peut voir qu'on n'a pas la même configuration. Lorsque le Bitcoin avait touché les 16 002, lui avait été à 108 $. Il est ensuite remonté quand même plus haut que son précédent plus haut. Lui aussi avait fait un nouveau sommet, mais regardez, aujourd'hui il se comporte de façon vachement plus finalement bullish que le Bitcoin. Donc voilà, c'est intéressant de remarquer finalement que tout n'est pas forcément blanc ou noir. Certains altcoins se comportent mieux que d'autres, et c'est le cas de Monero actuellement. On est maintenant sur le token IGLD de Elrond, et on peut voir finalement qu'on avait retracé pas mal au niveau de son graphique face au Bitcoin. On était retourné au 90 de Fibo, et on a accumulé dans ces zones-là pour ensuite reperformer finalement. Et regardez, on est en daily aujourd'hui, donc on peut voir cette bougie verte qui est en train de s'imprimer, ce qui veut dire que malgré le fait que le Bitcoin lui retrace, l'Elrond est aussi dans une configuration plus bullish et se comporte mieux que certains autres altcoins, et qu'on est sur quelque chose qui est en train de performer. En fait, finalement, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je vous dis, quand on a déjà pas mal retracé sur un altcoin en particulier, si jamais le Bitcoin descend, comme je le disais dans ma vidéo précédente, il peut perdre un petit peu de valeur face au Bitcoin, mais vu qu'il est déjà très très bas, il va pas en perdre tant que ça, je veux dire. Alors que si vous achetez finalement un token qui, lui, est très très haut face au Bitcoin, et que le Bitcoin perd de la valeur, et voilà. Et en fait, on peut le voir vraiment sur ce genre de token. Regardez, on est sur une bougie verte aujourd'hui, alors que le Bitcoin est en train de retracer. Et de plus, on a cassé cette trendline donc au niveau le 23 novembre. On a formé ce W le 2 décembre. Il y avait plusieurs niveaux d'investissement qu'on pouvait identifier si on souhaitait acheter par palier, notamment sur cette cassure de trendline, ce retour ici, pour former ensuite ce W avec la cassure à cet endroit-là qui pouvait être également acheté. Enfin, vous voyez, il y a des choses intéressantes à voir sur ce token. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur Elrond ? Si le Bitcoin crash, on peut imaginer quand même que lui devrait retracer également un petit peu face au Bitcoin. On peut imaginer un petit retour, donc on avait quand même des W propres, donc c'est pas sûr que ça arrive, mais on peut imaginer un petit retour au niveau des 564 Satoshi, si on trace finalement cette résistance horizontale comme ceci. Regardez, on vient toucher les mèches basses ici, le haut ici, on viendrait confirmer la neckline, on pourrait aller un petit peu plus bas là au niveau des 549 Satoshi pour ensuite continuer à grimper. Ça, c'est si vous n'en avez pas encore, mais si vous avez suivi la chaîne et que vous avez identifié les différents points d'achat, vous en avez déjà probablement acheté si c'est un token que vous souhaitez. Voilà pour Elrond. Alors si maintenant on regarde le Ripple face au Bitcoin, on peut voir qu'on était dans une zone de désespoir total. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient plus en ce token, notamment parce que la chute a été assez brutale ici, et l'accumulation a été très longue, donc les gens perdaient patience. Regardez, là on était en juillet 2019, là 2020, regardez, c'est une trend baissière, et il y a eu 2 semaines haussières assez importantes récemment, et on peut voir donc finalement, si je me mets en daily, qu'il est amené à être retracé en ce moment, et regardez, il a perdu face au Bitcoin environ 10%, donc vous pouvez imaginer que face au dollar il a perdu encore plus, et on peut s'attendre à ce que le cours finalement, si on se remet en weekly, reviennent tester les necklines. Donc on n'a pas vraiment de W propre, donc on peut même imaginer, regardez, face au Bitcoin, un retracement un peu plus profond qui viendrait autour des 78,6, donc par ici, pour ensuite nous former un joli W, qui sait, ou même revenir tester cette trendline ici. Donc il y a des zones intéressantes d'achat sur ces niveaux-là, regardez, tout simplement.
Voilà. Donc à voir. Si vous en voulez dans votre portefeuille, essayez de vous mettre des paliers, essayez de voir quand est-ce que vous l'achetez, d'établir votre propre stratégie d'investissement, acheter sur le retour des 78 sites en espérant un W derrière, en acheter 10% là pour ensuite sur la cassure du W en racheter à nouveau, à voir ce que vous voulez faire. On peut accumuler encore quelques temps, c'est pas parce qu'on a des grosses bougies vertes comme ça que le bull run démarre, on peut accumuler encore quelques mois, donc à voir un petit peu comment ça se passe pour XRP. Et j'enchaîne avec RLC, je vais aller assez vite pour ce token et je vais enchaîner ensuite avec les explications du fondamental pour Link et TRB, donc de Taylor, qui m'a été évoqué par un abonné. Et donc ici on peut voir finalement que le marché est retracé quand même énormément ces derniers temps. Il avait touché lors de l'alt season, donc en juillet, un niveau quand même très très intéressant et très très haut. Et donc il s'est passé ce qui se passe généralement quand on a des bougies vertes comme celle-ci, c'est-à-dire un retracement avec un M énorme qui s'est formé. Hein. Et là on est revenu, regardez, en dessous des 90 de Fibo. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut voir que malgré le fait que le Bitcoin retrace, lui, fait des bougies qui stagnent, tout simplement parce qu'il est déjà tellement bas que même si le Bitcoin retrace, il ne va pas forcément aller aux enfers non plus face au Bitcoin, puisque il a déjà énormément retracé. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein. Je dis juste que c'est vachement plus pertinent finalement d'acheter ici que d'acheter quand RLC performe face au Bitcoin. Hein. C'est toujours pareil, il ne faut pas FOMO, faites attention à ça. On a cette trendline qui avait beaucoup de points de touche. Regardez, ça avait été touché une fois, deux fois, trois fois, on l'a cassé la quatrième fois, on est revenu la tester, on redescend. Là on est sur, donc si on imagine un W qui peut se faire comme celui-ci, eh ben on est sur des niveaux qui peuvent être intéressants. On peut aller plus bas bien entendu, mais 10% d'achat sur les niveaux actuels ne sont pas finalement déconnants. Regardez, on peut imaginer cette cassure de W là, et on peut voir qu'on est sur un retracement actuel par rapport à cette hausse-ci de 78,6. Donc on est dans la reload zone, c'est un niveau intéressant pour acheter. Voilà pour LRLC, je continue. Et avant de regarder les graphiques sur TradingView, je vais simplement vous parler un petit peu de ces projets et de quoi il s'agit. Alors, on va d'abord se mettre sur Link, on va essayer un petit peu de regarder les deux et comparer. Donc, on a deux projets qui sont concurrents hein, complètement. J'ai regardé un petit peu, j'ai lu le white paper de Taylor et j'ai également regardé un article sur Chainlink. D'ailleurs, je vous mettrai tout ça en description si vous voulez vous renseigner, même si je vais en parler un petit peu après, mais de façon très on va dire, résumée. Donc, le Link, il est 7ème, donc c'est quelque chose qui est très haut dans le classement avec une capitalisation de 4,7 milliards de dollars, c'est énorme. Il y a regardez ici, 395 millions de tokens en circulation sur les 1 milliard qui sont prévus, donc ce qui veut dire qu'on est environ à 40% des tokens émis, tout simplement. Voilà pour Chainlink, on est sur un cours à 12 dollars. Et donc c'est assez intéressant de voir que beaucoup de tokens sont encore à émettre sur ce dernier et que donc il y a une inflation qui est assez importante à prévoir, sachant que je crois de ce que j'avais vu que donc il y avait un tiers des tokens qui avaient été donnés lors de l'ICO, il y en a un tiers qui sont possédés par la team et donc qui n'apparaissent pas dans cette offre du coup, et il y en a ensuite un tiers qui permettent en fait finalement le fonctionnement du réseau. Donc on peut en résumer que 300 000 ont été émis environ, 300 millions excusez-moi, ont été émis lors de l'ICO, et que donc ces 95 millions qui sont en circulation aujourd'hui sont directement liés à l'utilisation du réseau et ont été en fait finalement farmés ou gagnés par les mineurs lors des validations de blocs tout simplement, et ça va continuer comme ça jusqu'à 600 millions et jusqu'à même 700-600 millions, et les derniers millions qui restera donc sont possédés par la team, permettent de rémunérer finalement les développeurs du projet, etc. Et ces personnes-là ensuite vont les revendre sur les marchés, et donc quand ils les revendent, ça les ajoute également dans l'offre en circulation. Ils n'apparaissent pas quand ils sont dans la portefeuille, mais quand ils vont vouloir les mettre sur les échanges pour les revendre, ça apparaît finalement et c'est ajouté à l'offre en circulation. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis, même si c'est pas forcément hyper simple. Voilà pour donc Chainlink. Alors je vais venir sur le fondamental après, hein. Je vais d'abord regarder Taylor pour comparer. Alors c'est un projet qui est concurrent également. On a une offre donc de 1,6 million, donc c'est beaucoup plus faible, d'où le cours d'ailleurs qui est plus élevé hein, que
que le link. On a en circulation 1 600 000, donc vous voyez il n'en reste pas beaucoup à émettre, parce que je sais qu'il y a des tokens qui sont burn sur ce projet, il y en a certains qui sont gagnés par les mineurs et d'autres qui sont burn, et c'est pour cette raison en fait finalement, donc burn ça veut dire brûler, qui sont finalement supprimés complètement, et c'est pour cette raison que là on est déjà à 95% des tokens qui ont été émis et qui sont en circulation, ce qui est un chiffre assez important et donc assez encourageant pour se dire que ce token pourrait prendre de la valeur parce qu'il va avoir peut-être moins d'inflation que le link. D'autant plus que ce projet est 207e sur le market cap, donc il y a quand même vachement moins de capitalisation et donc il a un potentiel assez important. Mais c'est quand même un projet concurrent, et donc si Link écrase toute concurrence par le fait que tout le monde utilise Link et pas les autres projets, ça pourrait forcément, on pourrait imaginer que ce token n'arrive jamais finalement à la capitalisation de Link, parce que on est 207e, il peut grimper, il peut gagner un petit peu en capitalisation, il peut prendre un peu de valeur, parce que peut-être que certains utilisateurs, certains projets vont l'utiliser parce qu'il sera peut-être moins cher ou que Link, etc. Mais malgré tout, on peut se dire que Link domine quand même ce marché d'Oracle, donc ce système d'Oracle dont je vais parler juste après, tout simplement. Voilà pour Taylor. Alors j'enchaîne avec l'explication rapide du fondamental. Qu'est-ce qu'un oracle finalement? Donc ce sont des projets qui vont permettre de récupérer des données précises de plusieurs fournisseurs. Par exemple, quelqu'un qui veut connaître le prix du Bitcoin pour X raisons, pour son entreprise ou pour sa plateforme d'échange ou pour je ne sais quoi, il veut récupérer le prix du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais voilà, il va les faire chacune séparément et il va envoyer sa demande finalement au réseau, il va passer par le réseau, il va envoyer sa demande. Je résume vraiment de façon très simplifiée. Donc ensuite, ce réseau-là, il va donc faire appel à plusieurs nœuds du réseau. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs mineurs qui vont avoir plusieurs nœuds, donc il va y avoir plusieurs oracles qui vont récupérer ces données sur plusieurs sources d'informations qui ne seront pas sur la blockchain finalement, des sources par exemple CoinGecko, par exemple d'autres sources donc qui sont qu'on trouve par exemple Binance, n'importe quoi. On va en récupérer 5, par exemple 5, et on va faire la moyenne de tous les prix qui ont été récupérés. Le mineur va intégrer ça dans la blockchain, donc les 5 mineurs qui auront récupéré les 5 prix vont pouvoir récupérer ces prix-là. S'il y en a un qui fait, on va dire, qui fait pas ça correctement, il va être pénalisé, parce que pour faire ça, il va devoir bloquer des links, et ces links vont être perdus si jamais il donne une information fausse. Donc c'est pour ça que ça incite, c'est ce qu'on appelle insensitive en anglais, ça incite finalement les mineurs à agir correctement et à récupérer la bonne information. Ensuite, ce prix est récupéré, on en fait la moyenne, et c'est fourni ensuite au client qui voulait avoir l'information à la base, et il a de façon très sécurisée au travers d'une blockchain l'information qu'il souhaitait. Voilà. Donc là, c'est vraiment résumé très simplement. Je vais aller un peu plus dans les détails maintenant que vous avez compris ça. Et donc je précise aussi que ce sont deux tokens qui agissent donc sur le réseau Ethereum, ce sont deux tokens ERC20, donc les smart contracts sont bien écrits sur Ethereum, et ensuite derrière ils sont ajustés et appliqués sur ces réseaux-là, donc qui sont le réseau de Link et le réseau de Taylor. Pour vous donner des applications concrètes, on peut imaginer par exemple une assurance qui va assurer par exemple les vols des avions si jamais il y a des avions en retard, etc. Et en fait, grâce au réseau Chainlink, si cette assurance est donc sur une blockchain, etc., pour que les clients soient rémunérés en temps réel et donc qu'il n'y ait aucune paperasse à faire, on peut imaginer qu'ils passent sur le réseau Link pour récupérer par exemple toutes les données des avions, l'heure d'arrivée, en prenant plusieurs sources, donc de plusieurs sites internet qui peuvent donner des informations sur les heures des avions, pour savoir un petit peu et avoir en temps réel l'information de savoir si les vols sont en retard ou à l'heure, pour ensuite intégrer ça directement dans la blockchain et que les personnes soient rémunérées directement par l'assurance. Alors il y a déjà des assurances qui font ce procédé, alors je sais pas si ça passe par Chainlink, j'en ai aucune idée, mais en tout cas qui passent par des blockchains pour rémunérer les clients, tout simplement, notamment justement pour les vols d'avion. C'est pour ça que je donne cet exemple. On peut imaginer également que ça peut fonctionner pour par exemple PayPal, pour récupérer quand PayPal va ensuite gérer tout ce qui est crypto-monnaie, etc., pour pouvoir récupérer les prix, etc., en temps réel de chaque crypto-monnaie, il peut très bien utiliser Chainlink. On peut imaginer par exemple un site de paris sportif, j'essaye de trouver des applications à droite à gauche que j'imagine là en temps réel, mais imaginez un site de paris sportif qui va récupérer finalement les résultats de chaque match avec différentes sources pour pouvoir ensuite les intégrer et payer ses clients, ou alors définir ses cotes en fonction de plusieurs données qui pourraient être récupérées aussi
grâce à la blockchain. Enfin, vous voyez, je sais pas comment ça se passe actuellement, mais disons qu'il y aurait plus de transparence et que finalement les clients pourraient être plus, pourraient avoir plus de vision sur comment les données sont fournies, comment ça se passe grâce à la blockchain. Donc c'est ça qui est intéressant finalement avec la blockchain, hein. C'est, vous voyez tout le nombre d'applications qu'on peut imaginer. Et donc ça, ce sont des Link et Taylor, ce sont des protocoles, hein, vous voyez. Donc là, quand vous quand vous investissez là-dessus, c'est comme Ethereum, c'est comme vous investissez vraiment sur un protocole. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'investit pas sur une entreprise, une vraie entreprise, voilà, comme Apple ou Google ou quelque chose comme ça. On investit sur un protocole qui peut avoir des utilisations qu'on n'arrive même pas à imaginer encore aujourd'hui et qui pourrait servir pour plein d'autres grosses entreprises qui pourraient se servir de ce protocole finalement pour le quotidien. Et donc c'est là où on a un potentiel finalement énorme sur ce genre de choses. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors je vous diffuse là depuis tout à l'heure à l'écran, vous voyez un petit peu les deux sources d'informations que j'ai utilisées. Alors ça détaille vachement plus, hein, c'est vraiment très très complet, je vous invite à aller les lire. Bon, c'est en anglais, mais je pense que je ferai dans le futur une vidéo explicative concrète où je traduis tout ça, etc. Mais sur une vidéo dédiée à ça, parce que là je suis déjà à 28 minutes, je m'amuse à faire des analyses en même temps des discussions fondamentales sur des projets. Ça commence à faire un petit peu long, donc je vais m'arrêter là pour ces deux projets. Je vais vous montrer rapidement leurs graphiques, mais voilà, j'en parlerai probablement dans une vidéo dédiée, voilà, tout simplement, dans le futur. Alors on est sur des configurations similaires, hein, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent dans les crypto-monnaies finalement. Si on les divise par secteur, le secteur des smart contracts, le secteur des crypto-monnaies anonymes, le secteur de la DeFi, on voit que souvent les crypto-monnaies agissent de façon similaire. Toutes les crypto-monnaies du secteur par exemple des smart contracts vont agir de façon quasi similaire. Quand ça descend, toutes descendent, quand ça monte, toutes montent, et c'est souvent comme ça. Donc on peut voir qu'elles ont une configuration finalement qui se ressemble assez. Donc là, si on regarde Link, on peut voir que c'est un projet finalement qui existe depuis bien plus longtemps, hein. Regardez, là je suis sur Binance et regardez, alors là je suis en daily, mais si je me mets en weekly, on peut voir que là ça a été listé sur Binance en octobre 2017, donc c'est vachement plus vieux, alors que sur Taylor, on est sur quelque chose d'assez récent, on est sur le mois d'août 2020. Donc il y a probablement des différences avec Link, de façon, ce que je veux dire c'est que ils n'ont pas sorti un projet comme ça sans faire d'amélioration par rapport aux projets concurrents, donc il y a des différences dont je parlerai probablement dans une vidéo spécifique également. Mais voilà, il faut le savoir. Donc on peut voir qu'on a pas mal retracé. Là, si on se met ici, on peut voir qu'au niveau du mois d'août, voilà, c'était la hype un petit peu sur les altcoins. On était pareil sur le Link au mois d'août, on était très haut et on a retracé. Impossible de savoir sur Taylor à combien on est de pourcentage de retracement vu qu'il n'y a pas l'historique avant, et donc on ne peut pas se baser sur quelque chose de concret. En revanche, on peut voir que comme sur Chainlink, on fait des nouveaux plus bas. Alors même peut-être que sur Taylor on n'est pas plus bas, mais voilà, on fait des nouveaux bottoms. On est sur quelque chose donc qui est assez baissier, comme pour Link face au Bitcoin, comme vous le voyez. On a retracé quand même énormément, hein. On est là sur du 61,8, on arrive dans la zone de rechargement. On a beaucoup moins retracé que certains autres altcoins, hein, je le précise, on n'est même pas dans la zone de rechargement, mais quand même. Et donc voilà, c'est des niveaux qui peuvent être intéressants d'achat pour du long terme sur ces deux tokens, évidemment, même si ça peut évidemment aller plus bas. On peut voir sur donc Taylor une trendline qu'on pourrait positionner comme ceci, tac, qui viendrait chercher les points bas ici, puis les points hauts ici, les points hauts ici. La question c'est de voir quand est-ce qu'on va la casser, et quand on la cassera, d'essayer d'identifier des W derrière, donc éventuellement quelque chose qui nous viendrait casser cette trendline, qui nous ferait ensuite un retour sur la trendline pour nous former des W. On pourrait identifier des points d'achat. Alors soit on commence à acheter finalement sur ce W là, on attend une cassure ici donc pour la confirmation de ce W pour commencer à acheter ces premiers paliers d'investissement ici si vous en voulez dans votre portefeuille, soit on attend la cassure de la trendline et ensuite une accumulation un peu plus longue pour commencer à acheter. C'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez votre portefeuille et qui en êtes responsable bien entendu, mais voilà, on est sur des niveaux intéressants sur ces deux tokens pour commencer des investissements si ce sont des projets qui vous intéressent. Voilà, écoutez, j'ai fini ma vidéo d'aujourd'hui, elle a été relativement longue. J'essaye de faire des vidéos plus courtes, mais finalement c'est pas si facile, hein, on a des choses à dire. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je suis là pour répondre à tout le monde, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt, mais on se retrouve même demain pour le portefeuille fictif, l'exemple
l'exemple numéro 3 où on va justement voir ce qui s'est passé, quels tokens ont été achetés, comment notre portefeuille fictif se comporte, et je vais être beaucoup plus pédagogique pour les novices, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, allez, salut tout le monde, ciao!